En Virginie, le club d'astronomie du lycée s'est réuni la nuit pour observer les étoiles avec leur télescope. Léo Biederman est perplexe car il remarque quelque chose dans le ciel qu'il ne peut identifier, alors son professeur lui demande de prendre une photo pour l'envoyer à un astronome professionnel. Les photos arrivent à un observatoire en Arizona où le Dr Wolf utilise son immense télescope pour vérifier les informations. À sa grande surprise, il découvre une comète qui va s'écraser sur Terre. Il tente immédiatement d'envoyer ces informations par email, mais le serveur est en panne. Au lieu de cela, il met les informations sur une disquette, nommant la comète Wolf-Biederman. Puis Wolf descend la montagne tout en essayant d'appeler ses supérieurs sur son téléphone portable, mais il tombe sans cesse sur la messagerie vocale. Au même moment, un camion arrive en sens inverse et le conducteur est distrait lorsqu'il laisse tomber accidentellement une cigarette sur ses genoux. Comme Wolf est également distrait par son téléphone, ils ne se voient pas et leur véhicule entre en collision. La voiture de Wolf tombe de la montagne et prend feu. Un an plus tard, à Washington DC, la journaliste Jenny supplie son patron de la laisser devenir présentatrice, mais son patron refuse comme toujours. Au lieu de cela, elle lui demande d'enquêter sur la démission soudaine du secrétaire au Trésor. Pendant le déjeuner, Jenny rencontre sa mère Robin, qui lui révèle que son ex-mari Jason s'est marié avec une nouvelle femme et qu'ils ont eu des jumeaux ensemble. Plus tard, Jenny rencontre l'assistant du secrétaire et apprend qu'il a démissionné après avoir parlé au président d'Ellie que l'assistant suppose être une maîtresse. Jenny parvient à retrouver le secrétaire et le trouve partant avec sa famille sur un bateau rempli de provisions. L'homme se fige quand Jenny mentionne Ellie et lui demande un peu de compassion si elle publie l'histoire, expliquant qu'il a seulement démissionné pour être avec sa famille. Sur le chemin du retour, la voiture de Jenny est encerclée par des véhicules noirs qui la percutent jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Il s'avère que c'est le service secret qui traîne Jenny dans leur voiture pour l'emmener à un restaurant. Jenny est surprise de trouver le président Beck l'attendant et sa prononciation lui fait réaliser que le secret n'est pas le nom Ellie mais les initiales Ellie. Beck explique qu'il parlera du sujet dans 2 jours lors d'une conférence de presse et lui demande de ne rien dire d'ici là, promettant de lui donner la première question en récompense. Quand elle retourne au bureau, Jenny cherche le terme ELE sur internet et est dirigée vers un site de paléontologie. Il s'avère que ELE signifie événement de niveau d'extinction et cela fait référence à la comète qui a tué les dinosaures. Cette nuit-là, Jenny rencontre son père Jason et sa nouvelle femme. Ils sont tristes qu'elle n'ait pas assisté à leur mariage et offrent même à Jenny de jolies boucles d'oreilles, mais Jenny ne peut s'empêcher de penser à la tragédie imminente. Après avoir beaucoup bu, elle dit à son père de se remettre avec Robin et s'en va. Le jour de la conférence, le patron de Jenny est au dernier rang tandis que Jenny elle-même obtient le second. Le président Beck parle à tout le monde de la comète Wolf-Biederman qui est plus grande que l'Everest et frappera la Terre dans 1 an. Les États-Unis se sont associés à la Russie pour construire un vaisseau spatial nommé Messi qui interceptera la comète et la fera exploser. Beck présente également à tous l'équipage du Messi qui apparaît en vidéoconférence pour expliquer comment ils feront atterrir le vaisseau sur la comète pour y placer les ogives. Le président demande à chacun de continuer à vivre normalement et de ne pas faire de réserve. Il va donc geler tous les salaires et les prix. Comme promis, Beck choisit Jenny en premier pour les questions, alors elle prend un risque et en pose 3 abordant le sujet de la démission du secrétaire. Beck n'a d'autre choix que d'admettre que la survie humaine est en jeu, mais il pense qu'il n'y a aucune raison de paniquer car ils gagneront ce combat. Un autre journaliste pose des questions sur la découverte, alors Beck explique que les scientifiques qui ont trouvé la comète ont été tués dans un accident de voiture. À la maison, la famille de Léo entend le nom et se demande si cela les concerne. Bientôt, tous les voisins se présentent gitan chez eux pour poser des questions. Quelques jours plus tard, Léo est dans tous les journaux et magazines. Il donne une conférence à son école, racontant ce qui s'est réellement passé et tous les enfants le trouvent cool maintenant. Pendant ce temps, l'équipage du Messi organise une fête pour partager un moment joyeux avec leur famille avant de se consacrer à un entraînement intensif et continu. Cette nuit-là, ils vont dans un bar et discutent de l'ensemble de la mission. En raison de la période de rotation de la comète, l'équipage n'a qu'une fenêtre de 7 heures pour atterrir sur la comète avant le lever du soleil. Ils devront travailler vite car si la comète est atteinte par la lumière du soleil, il y aura de dangereuses éruptions de gaz. 2 mois plus tard, l'équipage quitte enfin la Terre à bord d'une navette spatiale qui les emmènera à la station où le Messi a été construit. Tous les médias couvrent le lancement et expliquent que le Messi était à l'origine un projet appelé Orion que les Russes avaient développé pour la guerre nucléaire. Il est propulsé par un système de propulsion nucléaire prototype qui permettra à l'équipage d'atteindre la comète avant qu'elle ne s'approche trop de la Terre. L'équipage est transféré avec succès de la navette au Messi et ils ont maintenant un long voyage devant eux pour trouver la comète. 5 mois plus tard, des journalistes du monde entier se préparent à couvrir l'atterrissage du Messi et Jenny est choquée d'apprendre qu'elle va enfin devenir présentatrice car c'est elle qui a révélé l'histoire. Pendant ce temps, l'équipage voit enfin la comète et est émerveillé par sa taille. Ils commencent à préparer les ogives, les déplaçant avec précaution en apesanteur. Sur Terre, Jenny explique aux téléspectateurs que le Messi devra traverser la queue de la comète, qui est pleine de roches, de sable et de glace. Bientôt, le Messi commence à voler à travers la queue et les pilotes font de leur mieux pour éviter tous les dangers potentiels. Cependant, il y a trop de roches et elles sont toutes énormes, donc le vaisseau est quand même touché plusieurs fois. Heureusement, les dégâts sont minimes et le Messi atterrit en toute sécurité. Sur la comète, l'équipage a maintenant 6 heures et 18 minutes pour terminer la mission avant le lever du soleil. Les astronautes sortent avec une machine spéciale qui commence immédiatement à forer. Pendant les premières heures, tout se passe bien, mais finalement, la foreuse se coince. Le trou qu'ils ont fait jusqu'à présent n'est pas assez profond pour que les ogives fassent de réels dégâts, donc quelqu'un devra descendre et libérer la foreuse pour terminer la mission.
Avec seulement 20 minutes restantes, les pilotes du vaisseau réalisent que l'équipage prend trop de temps et qu'ils n'auront pas le temps de revenir. Ils décident de voler plus près pour les secourir, bien que cela signifie qu'ils pourraient ne pas avoir assez de carburant plus tard pour retourner sur Terre. Le commandant Monash descend dans le trou et découvre qu'il s'ouvre sur une grotte, ce qui a fait que la foreuse s'est coincée contre le côté. Après beaucoup de tirages et même en sautant dessus, Monash parvient à libérer la foreuse et commence à remonter aussi vite que possible. Les pilotes arrivent avec le vaisseau mais doivent arrêter de voler pour économiser du carburant, alors ils atterrissent à une distance de course derrière l'équipage. Malheureusement, il manque donc de temps et le soleil se lève. Petit à petit, la comète est atteinte par la lumière, alors les astronautes couvrent leur visière avec des écrans solaires. Une éruption de gaz propulse Monash hors du trou avant qu'il ne puisse finir de grimper et ne lui laisse pas le temps de couvrir sa visière. Son visage est donc brûlé. L'équipage parvient à le rattraper par son câble de sécurité et à le ramener avant de commencer à courir vers le vaisseau. Du gaz continue de jaillir du sol au-dessus d'eux et frappe malheureusement l'officier médical qui est projeté dans l'espace. Le reste de l'équipage atteint le Messie juste à temps et le vaisseau s'envole avant que la température ne s'aggrave. Certains astronautes souhaitent secourir le docteur mais ils n'ont ni le carburant ni le temps de le faire. Le visage de Monash est dans un état terrible et il ne peut pas voir, alors maintenant le capitaine Tanner est aux commandes. La Terre reçoit une mise à jour de la mission. L'équipage a planté les ogives mais a perdu un homme dans l'opération. Jenny lit quelques mots pour honorer la mémoire du docteur. Une fois le Messie à une distance de sécurité, l'équipage fait détonner les ogives. L'onde de choc causée par l'explosion atteint le vaisseau, le faisant trembler follement et interrompant sa transmission vers la Terre. Les astronautes se précipitent pour minimiser les dégâts et arrêter tout incendie possible avant même qu'il ne commence, aidant le vaisseau à se stabiliser assez rapidement. L'équipage discute de ce qu'il faut faire maintenant et compte tenu des dégâts sur le vaisseau, ils acceptent de rentrer chez eux. Quelques instants plus tard, le président Beck reçoit de mauvaises nouvelles et doit les partager avec le pays aussi prudemment que possible. Il s'avère que la détonation des ogives n'a réussi qu'à briser la comète en deux, et les morceaux résultants sont encore assez grands pour causer des dégâts catastrophiques à la planète. Les deux morceaux se dirigent vers la Terre et la NASA a perdu tout contact avec le Messie. Ils ne savent donc pas si l'équipage est en vie. Beck annonce que le gouvernement a excavé des cavernes-abris dans les falaises du Missouri pour les utiliser comme bunker qui pourra contenir 1000 de personnes, plus suffisamment de vie animale et végétale pour repeupler la Terre après que tout soit terminé. 200 000 personnes ont déjà été sélectionnées, y compris des dirigeants, des médecins, des scientifiques, des ingénieurs, des enseignants, des soldats et des artistes. Dans un mois, une loterie nationale choisira les 800 000 autres personnes. Les détails de la procédure de loterie sont envoyés à Jenny qui les partage dans son émission. Le tirage au sort aura lieu en août et désignera les gagnants par leur numéro de sécurité sociale. Cependant, les personnes de plus de 50 ans ne peuvent pas participer à moins qu'elles ne fassent partie des scientifiques choisis nécessaires à la reconstruction. La famille de Léo reçoit bientôt un appel leur disant qu'ils font partie du groupe présélectionné. Avec seulement 4 semaines avant l'impact, Jenny rend visite à Robin qui ne fera pas partie de la loterie. Jenny admet qu'elle trouve injuste d'avoir été présélectionnée puisqu'elle n'est qu'une journaliste. Pendant ce temps, Léo demande Sarah en mariage afin qu'elle puisse légalement faire partie de sa famille et venir au bunker. Sarah ne veut pas laisser ses parents derrière elle, mais Léo promet d'utiliser sa célébrité pour les faire entrer. Au fil des jours, les gens de tout le pays paniquent et des pillards commencent à incendier des magasins abandonnés. Les flammes ne sont pas éteintes car les pompiers sont occupés à préparer les abris. Le reste du monde ne va pas bien non plus, les grandes villes d'Amérique latine ont été prises d'assaut par des gangs de pillards et à Moscou, les gens se battent pour la nourriture et le carburant alors que les pénuries continuent. 2 semaines avant l'impact, Tanner fait quelques calculs avant de vérifier l'état de Monash. Son visage est maintenant exempt d'ampoules, mais ses yeux sont toujours endommagés. La seule chose qu'il peut occasionnellement voir sont des éclairs de lumière. Tanner décide de lui faire la lecture pour le divertir. Au moment de l'évacuation, la garde nationale autorise Léo à emmener sa famille et Sarah. Mais pas la famille de cette dernière, même si Léo en a fait la demande. Sarah refuse de laisser ses proches et choisit de rester. Elle doit donc regarder le bus emmener Léo. Entre-temps, Jenny est informée que Robin s'est suicidé. Après avoir récupéré ses affaires à la morgue, elle s'assied sous la pluie pour faire son deuil. Jason vient la chercher et révèle que sa femme l'a quitté pour se cacher avec sa famille. Jenny lui dit qu'elle se sent orpheline avant de partir seule en taxi. 5 jours avant l'impact, les personnes choisies et les animaux secourus arrivent au bunker dans les falaises calcaires du Missouri. Une foule est rassemblée derrière la clôture, demandant à être sauvée aussi. Léo observe les gens désespérés qui ont amené leur bébé et entend un soldat dire qu'ils seront dans le bunker pendant 2 ans. Refusant de continuer sans Sarah, Léo dit au revoir à sa famille et s'enfuit pour secourir sa femme. À la station d'information, Jason apporte à Jenny des photos d'enfance et lui dit un dernier au revoir, la laissant en larmes. Cette nuit-là, la NASA lance une série de missiles connus sous le nom de Titans pour, espérons-le, détruire la comète et Jenny suit leur trajectoire dans son journal télévisé. 14 heures plus tard, Beck annonce les résultats. Les missiles ont échoué, l'humanité doit donc se préparer à l'impact. Le plus petit fragment de comète a été nommé Bitterman et impactera dans 12 heures près du Cap Hatteras dans l'océan Atlantique. Cela signifie que son tsunami atteindra la côte est des États-Unis et détruira des villes très importantes comme New York et Philadelphie. Le corps principal de la comète, appelé Wolf, atterrira dans l'ouest du Canada plusieurs heures plus tard et ce sera l'événement d'extinction réelle. Pendant 2 jours après l'impact, la poussière et les débris rempliront le ciel et le maintiendront sombre pendant 2 ans. Sans lumière du soleil, toute vie végétale et animale mourra. 10 heures avant l'impact, Tanner termine ses calculs et annonce qu'il a un plan.
Ils ne peuvent rien faire concernant le fragment Bitterman, mais ils croient qu'ils peuvent arrêter la comète principale Wolf pour sauver l'humanité. Puisque les éruptions de gaz ont créé une très grande fissure qui atteint le centre de la comète, ils peuvent placer les ogives restantes dans ce trou et faire exploser la comète en petits fragments. Le Messie n'a plus beaucoup de carburant, ils ne peuvent donc ni atterrir sur la comète ni repartir. Une fois leur tâche accomplie, ils vont projeter le vaisseau directement dans la fissure et mourir dans le processus. C'est difficile à entendre, mais l'équipage convient qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils contactent Houston et partagent leur plan pour redonner espoir aux gens. Sur Terre, Léo fait de l'autostop pour rentrer chez lui, mais Sarah et sa famille sont déjà partis. Il se souvient que le père de Sarah a un vélo, alors il le vole pour quitter la ville plus vite. Il y a un énorme embouteillage bloquant toutes les routes, mais le vélo permet à Léo de se déplacer facilement parmi les voitures. Il trouve Sarah et ses parents lui disent de partir avec son petit frère. Les trois jeunes s'échappent à vélo pendant que les parents de Sarah les regardent en larmes. À la station d'information, les journalistes tirent au sort pour choisir qui accompagnera Jenny au bunker. Cependant, elle se sent coupable car son patron a une fille, alors quand l'hélicoptère vient la chercher, Jenny laisse son patron et l'enfant prendre sa place. Après, Jenny va à la plage pour retrouver Jason et ils se réconcilient avant de décider d'attendre la fin ensemble. À ce moment-là, des gens du monde entier regardent le fragment Bitterman descendre dans le ciel jusqu'à ce qu'il frappe l'océan Atlantique. Une explosion gigantesque se produit et le ciel s'assombrit alors qu'un énorme tsunami se forme. Bientôt, la vague recouvre New York, faisant s'effondrer des milliers de bâtiments et tuant toutes les personnes qui n'ont pas pu s'échapper. Jenny et Jason s'étreignent sur la plage alors qu'ils sont tués eux aussi. La statue de la liberté est détruite et sa tête flotte maintenant avec le reste des débris. L'eau atteint même les routes près de la côte, alors les gens abandonnent leurs voitures et tentent de s'enfuir en panique pour chercher un terrain plus élevé. Les parents de Sarah restent, choisissant de partir avec dignité. Léo, Sarah et le bébé continuent de courir en montée, mais bientôt ils doivent abandonner le vélo et continuer à pied comme tout le monde. 2 minutes avant le deuxième impact, la NASA met l'équipage du Messie en contact avec leur famille pour un dernier adieu. Malheureusement, la femme de Monash est coincée dans les embouteillages et n'a pas pu arriver à temps. Les 2 fils de Tanner sont en service naval actif et n'ont pas pu être joints non plus, alors Tanner prie sa femme décédée en disant qu'ils se retrouveront bientôt. Quand la NASA est sur le point de terminer la transmission, la femme de Monash arrive avec son bébé et Monash a aussi son dernier adieu. Alors le compte à rebours commence. L'équipage se dit ses derniers mots alors que le Messie entre en orbite de la comète et traverse la fissure juste à temps. Les ogives sont détonnées et la comète explose en millions de minuscules fragments. Sur Terre, Léo et Sarah atteignent le sommet de la colline et regardent les fragments couvrir le ciel comme s'il s'agissait de feux d'artifice. Quelques jours plus tard, après que les eaux de l'océan Atlantique se soient enfin retirées, Beck prononce un discours reconnaissant toutes les vies perdues sur chaque continent et demandant aux gens de se souvenir de ces pertes pendant qu'ils travaillent à reconstruire leur avenir. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.